Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue à ce nouvel Extra Club en direct de la maison de l'APM. Alors, qui sont ces jeunes bousculant vos entreprises? Comment manager cette génération Y aux attentes professionnelles si spécifiques? Et quels sont aujourd'hui les arguments efficaces pour attirer un jeune dans votre entreprise? Alors, pour répondre à ces questions, mais également aux vôtres, que l'on espère nombreuses, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Christine Charlotin. Alors Christine, bonjour. Bonjour François. Alors tu es experte APM depuis 2017. Exact. Mais surtout spécialiste du management intergénérationnel en entreprise. Donc tu as piloté pendant une vingtaine d'années la politique de communication de 3 groupes, dont Carrefour, puis... Promodes, avant la fusion avec Carrefour. Très bien. Puis fondé Open Mind Conseil, afin d'accompagner les entreprises dans leur gestion de la diversité, donc qu'elle soit culturelle, religieuse ou générationnelle. Absolument. Et donc c'est justement sur cette diversité générationnelle que nous allons nous intéresser aujourd'hui, avec un objectif précis, vous fournir des clés concrètes de compréhension sur cette génération qui bouscule l'entreprise, mais également la société dans son ensemble. Alors Christine, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc je pense qu'un éclairage s'impose. Alors qu'est-ce qu'une génération? Quelle réalité se cache derrière cette notion que finalement peu de monde maîtrise? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est effectivement de commencer par l'approche générationnelle, c'est comprendre et capitaliser sur les différences des générations pour travailler bien, efficacement ensemble. Donc l'approche générationnelle va s'intéresser aux valeurs culturelles, aux traits marquants, aux comportements collectifs, aux modes de vie des membres d'une même génération. Donc on va voir ce que ces individus ont en commun et surtout ce qui les différencie des générations précédentes et des générations suivantes. Et c'est ça qui est intéressant, ça va nous donner des tendances de fond qui influencent en fait l'individu dans la représentation que cet individu a du monde, de la société, de la vie et pour nous aujourd'hui de l'entreprise. Donc en fait, l'approche générationnelle, ou on appelle ça aussi le management intergénérationnel, c'est un outil efficace pour avoir une vision synthétique des évolutions sociales en cours, de la société dans son devenir. Voilà, donc tu me disais, c'est quoi une génération? Donc une génération, ce sont des individus qui sont nés de telle période à telle période. Alors on va parler de la génération Y aujourd'hui. La génération Y, ce sont les individus du début des années 80. Moi je dis que vraiment, il y a des individus Y à partir de 1982 et cette cohorte va jusqu'au début des années 95. Donc, une cohorte, puisque en sciences sociales, on appelle plutôt génération cohorte, ce sont des individus qui sont nés de telle période à telle période, qui partagent les mêmes valeurs culturelles, les mêmes repères politiques, économiques, juridiques, sociaux, les mêmes héros de télévision, donc qui ont une sensibilité commune. Voilà. Et cette sensibilité commune va les amener à avoir des modes de fonctionnement qui sont identiques, des valeurs culturelles, des traits marquants, effectivement, qui se ressemblent au sein de la cohorte. Et on peut mettre tout le monde dans la même case, justement, au sein de cette génération? Alors, bien évidemment, dans chaque cohorte, il y a des individus qui sont plus ou moins favorisés, plus ou moins instruits, des apprentis qui ont commencé à travailler de bonne heure, des jeunes qui ont fait des études, Bac+2, Bac+5, etc. Des individus qui ont des origines sociales différentes, plus ou moins favorisées. Et effectivement, des différences de classe, des différences de strates, bien sûr. Et en fait, il faut voir l'approche générationnelle comme ces différences de classe, de strates, dans un rapport de complémentarité et pas de substitution. D'accord. Alors, on sait en moyenne que les individus faisant partie d'une cohorte partagent en moyenne 76 à 80% des valeurs de la cohorte. Donc il y a entre 20 et 25%, près d'un quart, qui ne partagent pas les valeurs de la cohorte. Mais les tendances sont tellement fortes
que le management des générations, c'est pour moi un outil vraiment efficace et c'est pas des clichés, des tendances à la mode aujourd'hui. Non, au contraire, c'est vraiment fondamental, c'est une clé universelle pour manager aujourd'hui. D'accord. Alors concernant cette génération Y maintenant, qui est le cœur de notre sujet aujourd'hui, mais qui sont-ils? Quelles sont leurs caractéristiques marquantes finalement? Alors, qui ils sont? Alors, on va rester prudent, puisque je t'ai dit qu'effectivement, hein, on a 76 à 80% des individus qui partagent les mêmes valeurs culturelles, mais c'est suffisamment fort, surtout sur cette génération, pour qu'on y passe un certain temps. Donc, qui ils sont? Alors, qui ils sont? On va peut-être commencer par qui ils sont dans la vie. Dans la société en général, voilà. Avant d'axer sur l'entreprise dans un second temps. D'accord. Donc, en fait, c'est une génération d'un monde instable, hein, d'un monde de restructuration, de pandémie, de mondialisation de l'économie de marché, etc. Et ils sont nés, en fait, avec le ticket gagnant, chômage, sida, restructuration, pandémie, etc. Et donc, en fait, une de leurs valeurs clés, ça va être le lâcher-prise. Ok, c'est le monde que vous nous proposez. Eh bien, nous, effectivement, on lâche prise, c'est-à-dire, en fait, on est très carpe diem. Hein. On profite de la vie là, ici et maintenant que ça se passe. En fait, ils n'ont pas, comme on pourrait dire, une approche freudienne de la vie. C'est-à-dire, je souffre aujourd'hui pour jouir demain. Ah non, c'est pas du tout ça. C'est là, ici et maintenant que ça se passe. En fait, la jouissance doit être activable tout de suite. Alors ça, c'est une des valeurs vraiment clés de cette génération et on verra un petit peu plus tard combien trouver du plaisir dans le travail est extrêmement important pour eux. Ils sont aussi nés avec Internet et les réseaux sociaux. C'est un mode de vie, ça fait partie de leur vie. Donc c'est absolument essentiel pour eux, hein, dans leur mode de fonctionnement, de communication. On verra dans le travail aussi. Ils font partie de groupes d'appartenance. Hein, on sait aujourd'hui qu'à peu près en France, 96% des individus de cette cohorte font partie de Facebook. Et s'ils quittent à un moment Facebook, c'est pour aller sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram, etc. Donc ils font partie de groupes d'appartenance. Alors, une personne pour qui je travaillais l'autre jour me disait « Mais s'ils font partie de groupes d'appartenance, ça veut dire qu'ils ont l'esprit collectif ». Et je réponds non. C'est-à-dire, en fait, l'Occident du XXIe siècle est déjà terriblement individualiste aujourd'hui. Donc, ces jeunes, en fait, ils ont une interprétation de l'individualisme qui n'est pas dans une rupture avec le collectif. Moi, je suis Y, hein, je suis un jeune de mon temps, je suis individualiste, mais je ne fais pas de coupure avec le collectif. C'est-à-dire, l'important, effectivement, c'est que je choisisse mes tribus. Donc, en fait, j'aime fonctionner en tribu, hein, et je préfère ça, hein, au fonctionnement en électron libre. Donc, je suis un individualiste convaincu, mais j'avance avec ma tribu. Alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre en général? Donc, les groupes d'appartenance, Internet, ce qui les amène en fait à avoir des conduites de vie, hein, qui sont différentes des générations précédentes. C'est-à-dire, dans le travail, ils vont chercher une aventure de vie. Hein, je ne veux surtout pas m'ennuyer. Hein, je ne veux absolument pas tolérer une vie absurde. Ils vont fonctionner en tribu. Ils vont être extrêmement sensibles, hein, au regard de l'autre. D'accord. Et ils vont... Alors, dans le regard de l'autre, ça c'est aussi important. Ils font partie de groupes d'appartenance, donc ils autorisent le regard de l'autre. Et on appelle ça aussi l'extimité, une espèce d'intimité collective. Ils se mettent sous le regard de l'autre sur les réseaux sociaux. Et ça veut dire que quelque part, on est dans une projection de soi, dans une mise en scène de soi.
dans les réseaux sociaux et que la communication est en partie calculée. D'accord. Alors pour rebondir justement sur ces réseaux sociaux et les nouvelles technologies en général, donc tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, les jeunes générations ont grandi avec l'essor de ces technologies dans la société, mais quels sont les impacts réels de ces technologies sur leur façon autant de communiquer que de travailler et même de fonctionner? L'impact est énorme sur le rapport au temps. Le rapport au temps est devenu extrêmement court. Ils ont besoin de nouveautés, ils ont besoin de feedback rapide, ils ont besoin de stimulation rapide et variée. Donc le rapport au temps devient de plus en plus court. L'urgence devient quasiment une norme sociale chez cette génération et encore plus dans la suivante qui sera ce qu'on appelle la génération Z. On voit aussi un rapport au travail et à l'espace de travail qui a changé. Et oui. À cause de ces technologies. Oui, à cause des nouvelles technologies. Parce qu'effectivement, ils vont demander beaucoup plus de flexibilité dans la mesure où on peut fonctionner en télétravail. On va vers de moins en moins de présentiel. Alors, ce n'est pas encore totalement le cas en France, puisqu'on sait qu'il y a en fait 7% des individus qui font du télétravail en France, pour 23% en Suède, par exemple. Donc, il y a un différentiel, mais donc un rapport au travail qui change, à l'espace de travail aussi, puisqu'ils vont faire extrêmement attention, ils vont être extrêmement sensibles à ce qu'on appelle l'identité physique de l'entreprise. C'est-à-dire, j'ai envie de travailler dans une bonne ambiance, avec des outils Internet qui marchent, etc. Ça, c'est fondamental pour eux et ça touche aussi le rapport au temps. J'avais l'autre jour un jeune qui était rentré dans une d'entreprises pour qui je travaille, donc dans le cadre d'un contrat de collaboration, et qui me disait Christine, moi j'ai le temps de faire 4 fois le tour du pâté de maison avant que je puisse faire fonctionner mon ordinateur. Ça, c'est extrêmement compliqué pour eux, parce qu'il faut aller vite. Alors, qu'est-ce qui change avec les nouvelles technologies? J'ai dit rapport au temps, rapport à l'autorité et à la hiérarchie. Dans quel sens? Dans quel sens? C'est qu'il y a moins de déférence à la hiérarchie. Voilà. En fait, l'exemplarité devient plus importante que le statutaire. Ces jeunes ont appris à fonctionner sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, que tu t'adresses au patron de l'entreprise, aux salariés, à un copain ou à quelqu'un que tu ne connais pas, tu t'exprimes exactement de la même façon. Donc en fait, il y a un espèce de rapport d'égal à égal dans la communication. Alors, qu'est-ce que ça amène d'autre? Bien des choses, encore plus que ce que je viens de dire. Tu parlais de la mémoire également? Oui, de la mémoire, effectivement, de la mémoire, ça c'est un sujet qui m'intéresse, parce qu'en fait, avec les nouvelles technologies, les jeunes sont en surcharge informationnelle. Ils ont de plus en plus d'informations, et cette information, ils savent où la stocker, et comme ils savent où la stocker, eh bien, ils se disent, ce sera facile de la retrouver. Donc, elle ne passe pas forcément en mémoire à long terme. Et si elle ne passe pas en mémoire à long terme, l'information ne passera pas en connaissance. Et en fait, le réservoir de connaissances, c'est essentiel pour bien interagir avec les autres. Alors, moi, c'est vrai que ça m'ennuie. Voilà, peut-être pas toi, parce que tu as l'habitude effectivement d'avoir beaucoup d'informations, de savoir où la trouver, et ça ne te gêne pas plus que ça, que de ne pas avoir mémorisé cette information que tu pourras retrouver plus tard. Très bien. Alors, il y a autre chose, et ça c'est important aussi, ils ont un côté multitâche, très multimodal. Il n'y a pas mieux que ces jeunes pour travailler sur plusieurs projets à la fois. Donc on dit qu'ils ont une forme de savoir-faire qui est très multimodale. Et ils le demandent d'ailleurs, ils revendiquent cet aspect de pouvoir travailler sur plusieurs tâches en même temps, oui, sur plusieurs projets. Absolument, et ils adorent ça. Et quand tu vas regarder un petit peu leur ordinateur, tu vois toutes les fenêtres qui sont ouvertes, etc. Et quand je donne des cours à cette génération, je vois bien qu'ils sont ultra connectés et de tous les côtés. Mais la bonne question, c'est est-ce qu'on est multitâche, à ton avis? À mon avis, on est multitâche, on peut le devenir. On peut le devenir.
en s'exerçant ou en ayant l'habitude justement de faire plusieurs tâches en même temps? C'était mon avis. C'est ton avis. Ils sont meilleurs que moi. D'accord. Moi qui suis de la génération X, ils sont meilleurs que moi sur la multiplication des projets. Mais ce qu'on sait, et particulièrement bien, il y a eu des kyrielles d'études faites là-dessus, dont une dernière en 2016 pour Boeing, extrêmement intéressante, et ça montre que non, on n'est pas multitâche. On ne peut pas faire plus de 2 choses à la fois. À partir du moment où on essaie de faire plus de 2 choses à la fois, eh bien, en fait, on augmente le nombre d'erreurs et on diminue son pouvoir de concentration. D'accord. Alors, concrètement maintenant, comment on la manage, cette génération? Quels sont ses besoins, ses différentes attentes vis-à-vis de l'entreprise? Oui, avant d'aller dans le cœur du sujet et savoir comment on la manage, j'aurais bien aimé peut-être passer par la case dans quel monde ils ont été élevés. Parce qu'ils sont le reflet de leur éducation et du monde dans lequel ils vivent. Et peut-être pour les adhérents de l'APM, c'est important de savoir dans quel monde ils sont nés pour savoir après comment et pourquoi ils fonctionnent comme ça. Prenons ce chemin-là. Alors, là j'ai dit le mot « pourquoi ». Bon, effectivement, on n'a pas abordé ce terme-là depuis le début de notre conversation. Donc, on parle ce matin de la génération Y. Ça vient d'où? En fait, ça vient de « why ». Voilà, « why ». Et « why », ça veut dire en anglais « pourquoi ». C'est-à-dire, ce sont des jeunes qui disent « mais pourquoi je dois faire ça maintenant? Et pourquoi comme ça? Et pourquoi pas demain? Et pourquoi pas utiliser ça ?» Donc, le « pourquoi » prime sur le « comment ». Et la première fois, effectivement, qu'on a utilisé le mot « why », génération « why », c'était en 1993, dans la Harvard Business Review. Donc, ça vient des États-Unis. Et c'est arrivé en France beaucoup plus tard, en 2007, à s'intéresser à cette jeune génération, qui était énormément dans le questionnement, parce que ça bousculait les organisations et les modes de management. Et c'est vrai que c'est depuis une bonne dizaine d'années qu'en sciences sociales, en France, on s'intéresse à la génération Y. Voilà. Et aussi, les neurosciences s'intéressent beaucoup au fonctionnement du cerveau de cette jeune génération. Donc, pour revenir à qui ils sont, eh bien, et dans quel monde ils sont nés. Donc, on a vu, ils sont nés dans un monde instable. Ils sont nés avec la mondialisation de l'économie, avec l'instabilité de l'environnement. Et surtout, ce qui est important, quelle éducation on a donné à ces jeunes. C'est-à-dire, en fait, avec l'arrivée de ces jeunes, fin des années 80, début des années 90, la famille s'est terriblement resserrée autour de l'enfant, en lui donnant effectivement beaucoup plus d'amour que de règles, de codes, de principes pour bien se comporter en société. C'est la fin des années 80, même les années 80, début des années 90, c'est le moment de la vulgarisation de la psychologie de l'enfant. Un bouquin comme « Tout se joue avant 6 ans » s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires. C'est-à-dire, on a appris en tant que parent, je sais, moi je l'ai fait avec ma fille, eh bien qu'il fallait écouter l'enfant. Il fallait lui laisser la parole, il fallait développer son estime de soi. Donc l'éducation de ces enfants a été jalonnée de désirs et de choix. Et ça a donné une cohorte qui est énormément dans l'affect. Voilà. Et donc on dit qu'elle a introduit l'affect dans l'entreprise. Et d'ailleurs, les neuroscientifiques l'appellent génération cerveau droit. Parce qu'effectivement, le côté droit du cerveau sous-tend l'intelligence émotionnelle. Donc, ils sont nés dans ce milieu, ils sont nés aussi dans un monde avec le début de l'informatique. On sait que le premier Apple, ça date de 79, tu vois. Donc, et ils ont une maîtrise, effectivement, intuitive de tout ce qui touche à Internet. Et ça fait partie de leur monde. Il n'y a pas de Y ou de Z sans smartphone, etc. Et on va voir que ça amène une convergence de la vie privée et de la vie professionnelle. En fait, on voit
dans leur monde aujourd'hui, un brouillage total des barrières spatio-temporelles. Voilà, hein, on fait converger vie privée, vie pro, et ça devient quoi? Ça devient juste la vie. Hein. Quand on est sur Internet, on a tout le monde sur Internet. Les amis, c'est qui? Ce sont mes amis, certes, mais ce sont aussi mes collègues de travail, etc. Et tout ça, effectivement, ça fait la vie, l'aventure de la vie que j'ai envie d'avoir, parce que je n'ai pas simplement envie de réussir dans la vie, j'ai surtout envie de réussir ma vie et de m'épanouir. D'accord, donc le dirigeant qui nous regarde doit vraiment faire attention justement pour bien manager cette génération à cet équilibre vie privée, vie publique notamment. Vie privée, vie professionnelle, absolument. Voilà. Absolument. Parce que là, on touche à l'épanouissement de ce jeune et l'épanouissement, c'est sacré. Équilibre vie privée, vie publique. Et ensuite, alors, quel autre aspect pour manager un Y? Comment on collabore et comment on les manage. Pour moi, quelle que soit la génération, hein, on a tous 3 besoins, 3 attentes dans l'entreprise. On a besoin d'un cadre. On a besoin d'un cadre. C'est quoi ma mission, mes objectifs, mon territoire, mes autorisations, jusqu'où je peux aller. Cadre. On a besoin de motivation et de stimulation. J'ai besoin d'être stimulée, motivée, j'ai besoin de me plaire dans mon boulot, j'ai besoin de me développer sur le plan personnel, j'ai besoin d'être formée, j'ai besoin de créer de la valeur, etc. etc. Et j'ai besoin d'être rémunérée. Et enfin, et très important pour eux, j'ai besoin de reconnaissance. Voilà. Et j'ai besoin de reconnaissance et quel type de reconnaissance? Une reconnaissance inconditionnelle sur ce que je suis, moi, Y, hein, souvent tant décrié dans la presse. Non, j'ai besoin d'être valorisée pour ce que je suis. Et c'est vrai que le Y a énormément de choses à apporter à l'entreprise. Et enfin, une reconnaissance conditionnelle sur ce que j'ai fait. Hein. Il vaut mieux un retour négatif ou moyen que pas de retour du tout. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec cette génération? Déjà, on va commencer court. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Leur mettre un cadre trop serré, tu vois, trop étriqué, trop cloisonné. On n'oublie pas que la manière dont ils ont été élevés. Hein, c'est vrai qu'ils ont commencé à exister dans la parole du papa et de la maman. Hein, on lui a dit, si tu travailles bien à l'école, tu peux tout avoir, etc. Donc, ils aiment bien exister dans la parole de l'autre. Et c'est vrai qu'ils prennent de la place. Donc, ils ont besoin d'ouvrir le cadre. Hein, un cadre ne doit pas être trop serré pour eux. Ça, c'est une chose. Deuxième point important, on les manage pas en masse. Et c'est pour ça que ça prendra beaucoup de temps aux managers de proximité. Hein, ça se manage au cas par cas. Ils viendront chercher des retours au cas par cas. Hein, ils sont uniques. On leur a dit qu'ils étaient uniques. Hein, et aujourd'hui, dans l'entreprise, ils ont besoin aussi de se sentir uniques. Et je dirais, il faut avoir avec eux des projections à court terme. À la limite, saucissonner un projet qui pourrait être trop long en petits projets, hein, pour avoir des feedbacks, pour avoir des retours à court terme. Donc pas de projection sur le long terme. Et voir les résultats directement finalement. Oui. Ne pas attendre des résultats trop longs, de pouvoir les avoir directement. Si tu donnes tes résultats aux jeunes 3 mois après, c'est déjà la préhistoire. Tu vois, c'est déjà trop tard. Très bien. Ouais. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire, tu vas me dire. Donc, il faut poser un cadre suffisamment large pour qu'on puisse leur donner une vision. Alors, comme ils disent, du sens. Hein, Christine, j'ai envie d'avoir du sens, comme si avant on ne donnait pas de sens. Mais pour eux, le terme est extrêmement important. Hein, leur parler des finalités de l'entreprise, leur parler des enjeux universalistes de l'entreprise, hein, leur parler de politique RSE. Ça, c'est important pour eux parce que dans le monde dans lequel ils sont nés, hein, c'est les débuts de l'écologie, du développement durable. Et à un jeune, quand on parle de politique RSE, responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, ils savent exactement ce que c'est, ils sont extrêmement sensibles à ça.
Donc voilà le cadre. Le cadre doit être qualitatif parce qu'effectivement, ils viennent aussi chercher une ambiance, une qualité de vie dans l'entreprise, très important pour eux. Alors, en termes de motivation, de stimulation, ils ont besoin d'un cadre dynamique, d'un cadre évolutif. On est dans un monde en mouvement. Je ne veux pas dire dans un monde en marche, mais on est dans un monde en mouvement, dans un monde en mutation permanente, et même en mutation de civilisation. Donc, ils aiment les environnements dynamiques. Ils ont besoin d'être managés avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle. J'ai dit qu'ils sont dans l'affect, qu'ils ont introduit l'affect dans l'entreprise. Donc effectivement, ils ont besoin d'un management beaucoup plus, émotionnel. C'est-à-dire on est en train de quitter les modes de management des années 80-90 où on était pas d'affect, rationnel, des résultats, de la logique, etc. Non, aujourd'hui on met de l'affect dans le management. Ils ont besoin de formation parce qu'ils ont bien compris que le monde va vite et qu'ils doivent en permanence, leur défi, leur challenge, en fait, est de développer leur employabilité. Ça, c'est très important pour eux. Et puis, et ça c'est assez nouveau, on le voit de plus en plus, ils le demandent de plus en plus, d'exprimer leurs doutes, leurs peurs, d'avoir le droit à l'erreur. Tu vois, voilà. Oui. Parce que pour eux, le droit à l'erreur est devenu source d'apprentissage. Et ça, c'est extrêmement important pour eux. Et jusqu'à présent, ce n'était pas très français. On voit beaucoup le droit à l'erreur chez les anglo-saxons, etc. Et un petit peu moins dans les pays latins. Ils le réclament. En termes de reconnaissance, ils sont très très soucieux de la reconnaissance qu'on peut leur donner. Donc déjà les accepter comme ils sont. Je sais pas, j'ai mes tatouages, j'ai mes piercings, j'ai ma façon de m'habiller, etc. Et alors, l'important, c'est le travail que je fais, les résultats que je donne. Ça, c'est très important. Et en termes de reconnaissance aussi, de vraiment valoriser les compétences qu'ils ont, valoriser ce qu'ils apportent à l'entreprise, comme quoi ils font booster les organisations. Et effectivement, c'est important parce qu'ils sont le reflet du monde actuel. D'accord. Alors, avant de passer aux questions des adhérents, à la partie plus interactive, une dernière question de ma part. Comment recrute-t-on un jeune talent ? Et cette génération ne pousse-t-elle pas finalement le dirigeant à modifier ses arguments, ses méthodes à ce sujet ? Alors, bien évidemment, tu ne recrutes pas un talent aujourd'hui de la même façon qu'il y a 20 ans. Donc il y a des arguments qui font mouche auprès de cette génération. Je t'ai dit, là je viens de te le dire, le dynamisme, le côté évolutif de la société, le fait qu'on leur donne de l'autonomie et de la responsabilité rapidement. Si j'ai de l'autonomie, si je me sens responsable, je m'engage. Voilà. Et l'engagement, c'est quand même important, surtout pour cette génération qui fit quand même dramatiquement monter le turnover. Donc il y a ça. Je dirais insister sur le fait qu'ils vont être formés, ils vont être développés, on va développer leur employabilité. Ça, c'est important. La qualité de vie dans l'entreprise. On a dit qu'ils sont extrêmement sensibles aux valeurs humaines, ce qui veut dire qu'ils fonctionnent très très bien, par exemple, dans des petites structures. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans leur second choix, on a effectivement les PME. Tout ça parce qu'on peut avoir, on n'est pas un matricule, on n'est pas un numéro dans une petite structure. Et effectivement, les patrons des petites structures ont des visions plus humaines. Ça, c'est important pour eux. Quoi d'autre ? Parler de la politique RSE. Voilà. Et parce que, je disais, en fait, c'est une génération qui est soucieuse des autres sur le plan sociétal et environnemental,
mais qui reste individualiste dans son rapport à l'autre. Donc, eh bien, effectivement, la rémunération, avec tout ce qui touche au package, c'est-à-dire les RTT, le CE, etc. Tout ça, c'est important parce que ça participe à l'épanouissement personnel. Alors, ce qui est important aussi, c'est la flexibilité. Flexibilité, si c'est un poste dans le secteur tertiaire, je dirais flexibilité, télétravail et tout ça, ça, ils aiment ça. Ça, c'est un argument qui fait mouche. Et si on est avec des jeunes opérationnels, la fierté d'appartenance au métier, c'est important. Parce que ça touche directement l'ego du jeune. D'accord. Merci pour cette démonstration, Christine. Alors, place maintenant aux questions des adhérents. Donc la première qui est, cette génération sera-t-elle compatible avec un travail en usine? Alors, je dirais oui. Oui, et sans doute différemment. Hein, parce que je te disais tout à l'heure que c'était compliqué pour eux de tolérer une vie absurde, mais je reconnais que toutes les études qu'on a, et il y en a des milliers sur cette génération Y, touchent quand même particulièrement les jeunes diplômés. Mais pour les jeunes opérationnels ou les apprentis qui ont commencé à bosser très tôt, eh bien, effectivement, l'important, c'est que même à l'usine, il y ait une ambiance, une qualité de travail, qu'ils soient respectés et reconnus pour ce qu'ils sont, qu'ils puissent de temps en temps faire des petites pauses pour aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, je pense que dans l'usine, ce sera la qualité de vie au travail, les conditions de travail qui devront être satisfaisantes pour que le jeune reste. Très sincèrement, pour ces jeunes, aujourd'hui, Pôle emploi, ce n'est pas le premier pas dans la tombe. Si on fait un petit détour par Pôle emploi, et alors, on reviendra plus tard. Mais ils sont tout à fait compatibles avec le travail en usine. Ça dépend comment on les manage. D'accord. Alors, seconde question. Donc, Raphaël Robert affirme que le management de proximité est important, comme tu l'as dit. Alors, quel type de proximité recherche-t-il? C'est Y. Le management de proximité, pour moi, il est fondamental. Absolument fondamental, parce que ce que je t'ai dit, c'est que ces jeunes, donc Y, mais ce sera aussi le cas de la génération suivante, le cas des Z, ils ont été habitués à exister dans le regard de leurs parents. Et ils ont donc, comme je te le disais encore tout à l'heure, et c'est vrai que c'est important, introduit effectivement une espèce d'affect dans l'entreprise. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait un management psychologique de nos troupes aujourd'hui, c'est pas ça. Quoique, c'est quand même très important. Et donc, ils vont avoir un lien très proche avec le manager de proximité. Cette génération, ça se manage de près. Parce qu'ils viendront chercher du feedback. Ils auront besoin du retour de leur manager de proximité, et ça, relativement souvent, puisqu'ils ont un rapport au temps qui est très court. Donc tu parles de proximité, on pourrait même parler d'individualité, de management individualisé? Oui, absolument. Ce que je te disais, c'est que c'est vrai qu'ils ont un rapport aux autres qui est très individualiste. D'accord. Voilà. Et ça, ils ne sont pas les seuls. Et ça déteint de plus en plus sur les autres générations, parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est extrêmement individualiste. D'accord. Alors, cette génération est-elle capable de construire pour les autres? Bien sûr. Alors, dans quel sens? Bien sûr. Dans le sens où ce qu'il faut comprendre, c'est que les valeurs de cette génération sont les valeurs du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, bien sûr, on peut faire de cette génération, elle peut être une génération de bâtisseurs, comme l'ont été les générations précédentes, mais différemment. Parce qu'effectivement, on est obligé de fonctionner aujourd'hui avec toutes les nouvelles technologies. On sait que les métiers
du tertiaire, c'est plus de 80% des métiers aujourd'hui. Donc ils vont construire, mais ils vont construire avec des idées nouvelles. Et l'important pour ceux qui vont les manager aujourd'hui est de se dire « Ok, il y a des idées nouvelles, ça veut dire que moi aussi de mon côté, il va falloir que j'apprenne à déconstruire les idées anciennes. » Et c'est peut-être ça le plus compliqué. Mais ils vont construire, mais ils vont demander des modèles sociaux différents, une évolution des modèles sociaux. On le voit bien, hein, quand on leur parle de leurs rêves en entreprise, des modèles qu'ils souhaitent, ils utilisent des termes que peut-être ils ne maîtrisent pas encore totalement, mais ils demandent des modèles sociaux qui touchent à ce qu'on appelle l'entreprise libérée, avec aux entreprises, avec une organisation agile, avec des organigrammes beaucoup plus plats. Hein, où effectivement on ne retrouve pas la lourdeur, la pesanteur d'un modèle hiérarchique, parce que le modèle vertical hiérarchique, c'est un modèle qui fonctionnait très bien au XXe siècle dans un monde plus linéaire, plus prévisible, et qui en fait va devenir un peu contre-productif dans un monde en mutation permanente. Donc construire, bien sûr, mais avec leurs idées, avec leur manière de faire. D'accord. Alors la prochaine question retourne le prisme de notre discussion en se demandant quid du management des anciens par les jeunes générations. Donc exemple comme un jeune start-upper qui doit recruter des personnes expérimentées. Nous aujourd'hui on est polarisé sur la génération Y, mais en fait il y a 3 générations qui se font face dans l'entreprise aujourd'hui. Et l'important pour un patron, pour un manager d'équipe, et de faire travailler ces générations ensemble. Alors, pour répondre clairement à ta question, un jeune, alors tu as dit start... oui, un start-upper, oui. Start-upper, etc. Comment il va manager des anciens? Oui. Bon. Alors déjà, comment il manage ce jeune? Il manage avec ses valeurs, c'est-à-dire il a un esprit de groupe. Il manage dans l'ouverture. Il donne de l'autonomie, de la responsabilité, etc. Ce qui l'intéresse, ce sont les résultats. Et en fait, il peut être aussi avec beaucoup moins de retenue dans ses émotions. Donc, en fait, on peut avoir 2 cas de figure. Ça peut se passer très très bien à partir du moment où effectivement on laisse à l'ancien, on va dire l'ancien, de l'autonomie, de la responsabilité, on le respecte et on le reconnaît pour son expérience, hein, pour la complémentarité de ses apports, et au contraire, au plus ancien, ça peut lui donner plus d'audace, ça peut lui donner une seconde jeunesse, ça peut en fait le soulager de trop de pesanteur hiérarchique. Donc dans ces cas-là, ça peut fonctionner. Alors, ça peut aussi être compliqué. Ça peut aussi être compliqué si on ne donne pas à l'ancien la possibilité de se projeter. Parce que effectivement, les générations précédentes ont eu l'habitude de se projeter dans un cadre un peu plus posé. Ça peut poser problème si la communication, peut-être, et surtout dans les moments difficiles, se fait trop par écran interposé. Et ça, ce sera le cas de la plus jeune génération, qui fonctionnera beaucoup par écran interposé. Et je dirais, ça pourrait être compliqué quand il n'y a pas suffisamment de formalisme et qu'il y a trop de décontraction. Mais je pense que le plus compliqué peut être la confrontation des égos. Ça reste une affaire personnelle après tout, finalement. Non, non. C'est vrai, parce que l'ancien, il attend effectivement à avoir des valeurs qu'il connaît au sein de sa nouvelle entreprise, et ça peut terriblement le perturber si les valeurs sont différentes. En fait, si il se trouve à fonctionner avec des gens qui sont très très différents,
ça peut lui poser problème. Parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à fonctionner par endogamie. On est tellement bien avec des gens qui travaillent comme nous, qui nous ressemblent, etc. Donc ça peut perturber. D'où l'importance du management et l'importance de dire au départ que l'ancien est reconnu pour son expérience, pour sa connaissance du métier, pour ce qu'il peut apporter à la jeunesse et surtout sur le fait que, à plusieurs et surtout avec des individus différents, on va beaucoup plus loin, on développe la créativité, la productivité. Très bien. Voilà. Alors, question suivante, comment combiner un management empathique avec ce tel besoin d'affect de leur part? Faut-il tomber dans le management parental? Et je dirais non. Surtout pas de management infantilisant. Surtout pas ça. Management empathique, oui, parce que c'est important, effectivement, que le manager soit dans l'empathie. C'est même très important pour ces jeunes, comme pour nous d'ailleurs. C'est très important de recevoir de l'empathie et de la reconnaissance. Mais effectivement, il ne faut pas être dans un modèle parental, surtout pas ça. C'est-à-dire que quand on doit cadrer le jeune, il faut le faire. On sait que la pierre angulaire de leur valeur à eux, c'est l'humour. Donc parfois, ils peuvent faire preuve effectivement, beaucoup d'humour. On dit bien que c'est la génération LOL, beaucoup d'humour. D'insolence aussi, ils osent. Ils osent. Et il peut y avoir effectivement beaucoup moins de déférence à la hiérarchie. Et ça peut poser problème. Donc dans ces cas-là, si on doit les manager, s'il y a trop d'arrogance, on peut répondre par l'humour. Si ça déborde un petit peu sur l'insolence, il faut pouvoir mettre fermeté, bien sûr, fermeté. Ça, c'est absolument pas acceptable. Je dirais de l'empathie, oui. Infantiliser, non, au contraire, responsabiliser, mettre le jeune en action, lui donner de l'autonomie, lui donner de la place. D'accord, très bien. Alors, question suivante, le droit à l'erreur n'est-il pas une condition intergénérationnelle? Le droit à l'erreur est important, est important. Pour toutes les générations d'ailleurs. On devrait pouvoir avoir le droit à l'erreur. Mais c'est vrai, je trouve que particulièrement en France, on a tendance à diaboliser l'échec. On accepte l'échec dans sa vie perso. On peut divorcer une fois, 2 fois, 3 fois, bon, c'est la vie. Mais dans le monde professionnel, on a tendance à moins l'accepter, l'erreur. Et cette jeune génération va demander, je vais essayer, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'expérimenter avant de choisir. Voilà. Et si je n'ai pas essayé, comment veux-tu que je choisisse et que je m'engage? Donc effectivement, ils vont demander ce droit à l'erreur et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très tendance. Je le vois dans les valeurs, j'ai un client qui l'a mis dans ses valeurs, qu'ils acceptent effectivement le droit à l'erreur. Et pourquoi ils acceptent le droit à l'erreur? Ça permet aux salariés d'être davantage dans la confiance. Je sais que je peux me tromper et dans l'audace. Comme je sais que je pourrais éventuellement me tromper, j'y vais, j'y vais. Donc, et pour ça, ce que demandait l'adhérent, je pense, pour ça, c'est effectivement en train de déteindre sur les autres générations, parce qu'en fait, les valeurs des générations, elles évoluent. Toi, tu es de la génération Y, bien sûr, tu vas te nuancer. Tu vas apprendre en vieillissant, j'espère. Tu vas apprendre en vieillissant, si, mais tu resteras porteur de tes valeurs générationnelles. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est que finalement, la génération vampirise un peu les autres. Il y a un mix de valeurs qui se mélangent de par la confrontation des générations dans l'entreprise. Bien sûr. Bien sûr. Regarde l'addiction au portable. Addiction au portable. Il y a, je ne sais pas, 3-4 années, on avait fait un test à l'Hôtel Dieu sur ces jeunes, sont-ils accros au portable? Voilà. Et en fait, en leur enlevant leur smartphone pendant 4 heures, toute une matinée, on avait vu, en étudiant les ondes cérébrales, une progression de la courbe de stress de 38%.
Bon, aujourd'hui, c'est en train de déteindre sur les autres générations. Hein, que tu sois quadra, quinca, tu es dans l'entreprise, tu passes ton temps à regarder tes mails, tes SMS, tes WhatsApp, etc. Bien sûr, ça contamine, parce que les valeurs évoluent. Voilà, au contact des autres. Merci. Alors la question suivante va un peu plus loin dans notre discussion. Alors, la génération Y est déjà au travail, mais qu'en est-il des millennials, la génération Z, hein, qui va arriver sur le marché sous peu? Alors, oui. Alors, les fameux Total Digital Native, hein, qu'on appelle Z. Donc, si on revient, les Y, il y avait les Y des années 80, une évolution sur les Y des années 90 jusqu'à 95, et les Z, hein, vont aller encore plus loin. Alors, qui y sont? Oui. Alors, qui y sont? Je prends un petit peu d'eau. Qui sont ces Z? Ce sont des... Alors je vais dire enfin, ils sont jeunes encore, hein, ils ont quasiment moins de 20 ans aujourd'hui. Ce sont des enfants qui sont nés dans... Enfin, qui n'ont pas connu un monde sans ordinateur, une maison sans smartphone, ordinateur, etc. En France, aujourd'hui, par foyer, on est à 6,3 écrans. Hein, donc en fait, ils n'ont connu que ça. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des milléniums et des totales digitives natives. Et digitales, pardon. Donc ils n'ont pas connu le monde sans ordinateur. Ils sont surinformés. Voilà, hein, ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Ils sont accros aux réseaux et à Internet. Hein. Ils y vont d'ailleurs de plus en plus tôt. On a presque l'impression qu'ils ont troqué leur tétine pour un smartphone. Ils sont, comment te dire, ils sont extrêmement lucides, précoces. Hein. Ils ont un avis sur tout dès leur plus jeune âge. Ils vont être beaucoup dans l'affect renforcé. Pourquoi? Parce que même si les parents de cette génération ont mis davantage de limites que ma génération à moi, en fait, ils mettent un peu plus de limites, mais l'enfant reste toujours au cœur de la famille, et l'enfant, effectivement, on l'autorise à questionner, à s'informer, à libérer sa parole. Hein, et les parents n'ont d'objectif que de développer le potentiel de l'enfant et l'estime de soi de l'enfant. Donc, ils ont eu l'habitude, effectivement, d'être extrêmement bien entourés, et donc, ils le demanderont aussi dans l'entreprise. Donc, ils fonctionnent beaucoup à l'affect. Ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Comme ils ont tiré des leçons de la génération Y, on voit la montée des réseaux sociaux beaucoup plus discrets, c'est-à-dire comme Snapchat. C'est-à-dire, tu envoies une image et hop, elle s'efface après. Hein. Ils vont être énormément sur les blogs. Hein. Ils vont faire confiance aux influenceurs, ce qu'ils appellent les influenceurs, hein, ceux qui créent des blogs, etc. 3 millions de blogs, hein, dans le monde créés tous les mois. Donc ils seront multiconnectés, ils vont demander beaucoup d'authenticité. De toute façon, tout se sait sur les réseaux sociaux. Hein. Ils vont demander du sens. Encore plus de sens. Hein. Ils voudront savoir où ils mettent les pieds. Ils vont être encore plus que les Y dans un rapport donnant-donnant. C'est-à-dire, dis-moi ce que tu me proposes là comme job, je te dirai si j'ai envie de m'engager. Ou alors, ok, hein, ne me parle pas comme ça, je te respecte si tu me respectes. Hein. On est vraiment dans une logique horizontale, hein, dans une logique de rapport très égalitaire. Ils ont compris que l'image est importante. Et oui, mon image est importante. Hein, l'anonymat va horripiler cette génération. Ils vont être beaucoup plus tôt que les Y sur les réseaux sociaux. Et ça, parfois, ça peut faire mal parce que les réseaux sociaux peuvent être une démocratie extrêmement violente, hein, pour des enfants qui ne sont pas encore totalement construits. Alors Christine, nous arrivons au terme de cet Extra Club. Donc en guise de conclusion, j'aimerais te poser une dernière question. Qu'aimerais-tu que les adhérents qui nous regardent retiennent de cette discussion avant qu'ils ne retournent dans leur quotidien? Moi, ce que je voudrais que les adhérents
retiennent, c'est que quand une génération, comme la génération Y, comme la Z dans la quasi-totalité, bascule dans un nouveau monde, eh ben, on n'a pas le choix. Il faut bouger, il faut changer, il faut s'adapter, parce qu'en fait, leurs valeurs deviennent la norme. Donc on n'a pas le choix. La deuxième chose, je pense profondément qu'une intégration de générations mal gérée dans l'entreprise peut devenir un véritable casse-tête, peut même engendrer des conflits, et qu'en fait la différence, la diversité d'âge n'est une richesse que si on sait l'expliquer, si on sait dire voilà pourquoi, et si on sait la gérer. Et pour terminer, je dirais que les réseaux sociaux sont partout. La réputation d'une entreprise est aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et qu'en fait, c'est l'arme de la jeunesse, c'est l'arme de la génération Y, et ça déteint même sur les autres générations, tout simplement parce que les valeurs évoluent. Très bien. Eh bien, merci Christine pour ton enthousiasme, et merci à vous pour votre participation, et à bientôt. Au revoir.